Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc de microéconomie. On va parler de fonctions de demande individuelles et surtout, on va apprendre à déterminer ces fonctions de demande individuelles à partir des fonctions d'utilité et de la contrainte budgétaire. Donc cette vidéo, en fait, elle va se faire un petit peu en deux parties. Donc cette première vidéo qui sera consacrée à un cas qu'on pourrait qualifier de simple et la seconde vidéo, on va la consacrer à un cas qui va être un petit peu plus, même un cas difficile. On va le qualifier comme ça. Mais partons du point de départ. Dans les exercices de microéconomie que vous avez, lorsque par exemple vous traitez d'équilibre de marché, que ce soit en concurrence pure et parfaite, en monopole ou dans le cas des oligopoles, on vous donne toujours la quantité demandée en fonction du prix du marché. Exemple, vous avez des fonctions du style, je ne sais pas, 30 moins 2P. Et donc, instinctivement, on se dit, ah oui, donc la quantité demandée dépend uniquement du prix du bien, c'est-à-dire que la quantité de tablettes de chocolat que les consommateurs achètent ne dépend que du prix de ces tablettes de chocolat. En réalité, ce n'est pas aussi simple. La construction de ces fonctions de demande, là, telles que vous la voyez, telles que vous les voyez apparaître, la quantité en fonction du prix, la détermination, elle n'est pas aussi simple que vous le pensez. C'est-à-dire, oh bah oui, en fait, quand le prix augmente, la quantité diminue. Non, non, non. On va repartir au point de départ pour essayer de comprendre l'origine de ces fonctions de demande. Pourquoi ces fonctions de demande ont cette forme-là? Mais avant tout, petite précision. En réalité, à l'origine, au point de départ de la microéconomie, on considère toujours que la quantité de demande dépend bien sûr du prix du bien en question. La quantité de tablettes de chocolat dépend du prix des tablettes de chocolat, mais aussi du prix, alors on va y noter les PI, c'est-à-dire le prix des autres biens, par exemple les biens qui sont substituables. Par exemple, je ne sais pas moi, le tablette de chocolat, on pourrait penser à des pains au chocolat, ou on pourrait penser à des glaces au chocolat. Vous voyez, donc des biens substituables. Les biens qui sont aussi éventuellement complémentaires, hein, la tablette de chocolat bon, avec du café, enfin vous voyez, tout ça, donc le prix des autres biens. Et bien sûr, je pense que vous le devinez peut-être, la quantité demandée dépend aussi de quoi? De votre revenu. Et là, du coup, on peut s'interroger et se demander, mais alors pourquoi nous, dans les exercices, on nous donne toujours une quantité demandée qui ne dépend que du prix? Pourquoi on ne donne pas une fonction de demande qui dépend du prix des autres biens et du revenu? Tout simplement parce que lorsqu'on vous fait étudier ce genre de fonction, on suppose toujours que ces deux paramètres sont constants. C'est-à-dire qu'on suppose que le prix des autres biens et le revenu justement, ne varient pas. Okay, ils sont constants. Autrement dit, ce ne sont pas des variables. On va dire, oui, ça change quoi? Le fait que ce ne soit pas des variables, ce sont des constantes. C'est-à-dire que le revenu et le prix des autres biens, ils sont incorporés au 30 et au 2. Ils sont quelque part à l'intérieur, là, du 30 et du 2. Mais on ne les fait pas apparaître directement dans la fonction de demande. Okay. Autrement dit, la seule variable, donc là je mets dans un plan marshallien, hein, mais on aurait pu mettre un plan walrasien, c'était pareil. La seule, d'ailleurs je vais mettre plutôt un plan walrasien, parce que sinon on va me gronder. Voilà. Donc la seule variable qui peut augmenter ou diminuer, c'est le prix. C'est pour ça que vous traitez toujours des fonctions de demande comme ça. Eh bien nous, notre objectif, ça va être de déterminer des fonctions de demande comme ça, et ensuite de savoir comment on peut passer de ça à ça. Okay. Donc on va déterminer, mais je vous dis, on va partir du point de départ, hein, de l'utilité d'un consommateur, de sa contrainte budgétaire, et on va parvenir à sa fonction de demande. Okay. Donc on va apprendre à déterminer des fonctions de demande individuelle. Attention, hein, j'insiste sur le mot, j'insiste ici sur l'adjectif individuel. Hein. Donc on va apprendre à déterminer des fonctions de demande individuelles, donc du style Q égale une fonction du prix, PI, et le revenu. Et ensuite, on étudiera le passage de ces fonctions
aux fonctions uniquement Q égale F de P. Ok. Ok. Bon, il y a une petite coupure parce que j'ai été faire en sorte qu'il y ait moins de reflets. Alors avant ça, on va devoir, on va dire, faire quelques hypothèses. La première chose, c'est que je ne pourrais pas, dans l'exemple que je vais prendre, imaginer une infinité de biens autres, de biens différents, ou de biens substituables, ou de biens complémentaires. Autrement dit, notre analyse ne se basera que sur deux biens. Un bien X, qui sera notre bien de référence, ou même peu importe, un Y aussi, et donc l'autre bien, ce sera le bien Y. Ok. Donc ici, imaginez-vous juste que les pays, ce sera juste le prix d'un autre bien seulement, hein, pour faciliter l'analyse. Et le revenu, pas de souci, on déterminera en fonction du revenu. Bien, mettez sur pause hein, si vous n'avez pas encore fini de recopier. Alors, j'ai dit dans cette vidéo, on va traiter d'un cas simple, c'est-à-dire que on va partir d'une fonction d'utilité. Donc on va se baser sur un exemple, hein, parce que si on reste que dans la théorie, ça risque quand même d'être un petit peu trop technique et puis ça n'aura pas vraiment de sens. Donc je pense à partir d'un exemple, on va mieux comprendre. Ok, donc vous retenez que la fonction donc, du prix, le prix des autres biens, ici, on considère qu'il n'y a qu'un autre bien sur l'ensemble des marchés. Hein, on est dans une économie totalement fictive. Alors on va prendre une fonction d'utilité que normalement vous connaissez bien. Alors on va prendre 2x puissance 1 demi, y puissance 1 quart. Normalement vous connaissez bien ce genre de fonctions. On les appelle les fonctions Cobb-Douglas. Ce sont des fonctions dont les variables comportent des puissances. Tout simplement. Ok, donc on prend un consommateur. Donc ici, sa fonction d'utilité, elle est là. Sa contrainte budgétaire, on la connaît. Donc c'est R égale Px fois X plus Py fois Y. Par contre, là, je ne donne pas d'exemple. Parce que le but, pourquoi? Parce que le but, c'est justement de faire apparaître une fonction en fonction qui dépendent de R et de Py. Donc si je donne des valeurs, bah du coup, on fait exactement ce que j'avais indiqué. On considère que R et le prix des autres biens sont des constantes. Mais nous, on ne veut pas que ce soit des constantes. On veut faire apparaître clairement le R et le prix de l'autre bien. Voilà, donc l'objectif, je vous dis, c'est apprendre à passer d'une fonction donc d'utilité, donc passage d'une fonction d'utilité à une fonction de demande individuelle. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de l'origine de la fonction de demande individuelle, tout part de ça. Et ça, d'ailleurs, vous savez, normalement, vous savez traiter ce genre de choses, puisqu'on a ici un programme d'optimisation. Ça veut donc dire que normalement, vous avez compris que une fonction de demande individuelle s'obtient toujours à travers une fonction d'utilité individuelle et une contrainte budgétaire individuelle. Ça ne sort pas de nulle part, ces fonctions de demande. Bien, la première chose, c'est bien sûr de résoudre le programme du consommateur, c'est-à-dire un programme d'optimisation de l'utilité. Alors, je vais prendre la méthode la plus simple, c'est la méthode des TMS. Enfin, la méthode du TMS, pardon. Je ne vais pas commencer à passer par le Lagrangien, c'est un petit peu plus long. Donc, je vous rappelle qu'à l'équilibre, à l'optimum, le TMS est égal au rapport des prix pour un consommateur donné. Et le TMS, c'est le rapport des utilités marginales. Alors, si vous mettez Px au numérateur, vous devez mettre UMX au numérateur également. Ok.
on aurait pu mettre UMY au numérateur, et donc on aurait dû écrire PY sur PX. Bien, alors on y va. Ça, normalement, vous êtes habitué à ce genre de petit exercice. Donc UMX, on dérive par rapport à X. Ça veut dire que le 2 et le Y sont des constantes. Donc comme ce sont des constantes, elles restent. Bien sûr, elles restent parce que ici, les constantes ont le rôle, ont la fonction de produit. Ça aurait été une addition ou une soustraction, bien sûr, les constantes disparaissent. Et là, ce sont des produits. Donc 2y puissance 1 quart, et on dérive x puissance 1 demi. Donc ça fait 1 demi de x puissance moins 1 demi. Pour y, là c'est le 2 et le x qui sont constantes. Donc on aura 2x puissance 1 demi. Et la dérivée de y 1 quart, c'est 1 quart de y moins 3 quarts, égale px sur py. Bien, alors on va certainement pas laisser le quotient de cette manière, on va simplifier au maximum. Alors vous avez remarqué une chose, c'est que ce soit au numérateur ou au dénominateur, nous n'avons que des produits. Donc ce qui est bien lorsqu'on n'a que des produits, c'est qu'on peut tout interchanger sans modifier le résultat du quotient ou des produits en question. Donc le 2, je pourrais faire passer là-bas, le x au début. Donc déjà, les deux se simplifient. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper, on va dire, ici, les variables ou les constantes de la même famille, de même nature. C'est-à-dire que je vais regrouper les x avec les x. Donc ici, comme le x est devant, je vais mettre aussi celui-là devant. Donc on aura x puissance moins 1 demi sur x puissance 1 demi. Je vais regrouper le 1 demi et le 1 quart. Et le y, donc y 1 quart, y moins 3 quarts. Ouais. Alors ne soyez pas surpris par le fait que j'ai subdivisé le quotient en 3 fractions, j'ai tout à fait le droit. C'est la même chose. Puisque les numérateurs vont se multiplier, donc vous allez retrouver ça, et les dénominateurs vont se multiplier, et vous allez retrouver le dénominateur principal. Je vous dis, lorsqu'on n'a que des produits, c'est vraiment facilement traitable. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai x puissance moins 1 demi sur x puissance 1 demi. Eh bien ça appartient aux propriétés des puissances. C'est que j'ai le droit de faire passer le x puissance moins 1 demi au dénominateur. Ouais, ok. À quelle condition? À condition de changer le signe de sa puissance. Autrement dit, donc, le x puissance moins 1 demi, je le vais passer en bas. Alors, en haut, qu'est-ce qu'il reste au numérateur? Attention, il ne reste jamais 0, il reste 1. Donc, 1, on aura donc x puissance 1 demi multiplié par x puissance 1 demi. Vous voyez, donc le x puissance moins 1 demi s'est transformé en x puissance 1 demi. Et bien sûr, il s'est transformé sous la forme d'un produit. Propriété des puissances. Alors, 1 demi sur 1 quart, ça fait 1 demi fois 4, ça fait 2. Alors, je vais faire la même chose pour y. Donc, je vais procéder de la même manière que pour x. La seule différence, c'est que la puissance négative, elle est au dénominateur. Alors que pour le x, la puissance négative était au numérateur. Donc, avec le y, je vais procéder juste inversement. Je vais faire passer le dénominateur en haut. Faites toujours passer la puissance négative dans l'autre camp. Si elle est au numérateur, faites-la passer au dénominateur et inversement. Pourquoi? Parce que c'est mieux de travailler avec des puissances positives. Donc j'ai le droit d'écrire y 1 quart multiplié par y 3 quarts. C'est-à-dire que j'ai changé le signe de la puissance du dénominateur.
Alors en bas, qu'est-ce qui va rester au dénominateur? Il va rester 1. Donc, vous me permettez de ne pas le mettre. Égale Px sur Py. Ok. Alors, x puissance 1 demi multiplié par x puissance 1 demi, les puissances s'additionnent. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Le 2, au lieu de le laisser comme ça en plein milieu, voilà, je viens le mettre devant. Y 1 quart multiplié par y 3 quarts, les puissances s'additionnent. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. C'est une propriété, écoutez bien, c'est une propriété des fonctions Cobb-Douglas. Lorsque vous désirez optimiser, maximiser une fonction Cobb-Douglas, en utilisant que ce soit le Lagrangien, la méthode du TMS, les puissances deviennent toujours égales à 1. C'est un moyen de vérifier vos résultats. Donc ça, notez-le à côté ou quelque part, que lorsque vous avez, on va dire, résolu le programme d'optimisation, enfin là on n'a pas terminé, je veux dire, mais on commence à y voir un peu plus clair. Là on a fait 80%, on va dire, du travail, en tout cas 80% de la difficulté de la détermination de l'optimisation. Mais voilà, retenez que l'égalité entre le TMS et le rapport des prix, à la fin, les puissances doivent être égales à 1 pour x et pour y. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce machin? Bon, déjà, on va regrouper sur un même dénominateur. Étant donné qu'on a encore de nouveau que des produits, je peux multiplier les numérateurs entre eux. Donc je peux faire 2 fois 1 fois y, donc ça fait 2y sur x. Alors ici l'objectif, ça va être d'exprimer y en fonction de x. C'est-à-dire on va chercher à isoler le y et à faire passer tout le reste de l'autre côté. Un peu comme si je résolvais une équation banale et que j'isolais l'inconnu. Ici l'inconnu c'est y. Bon, je peux faire passer le x de l'autre côté, donc comme il est dénominateur, il va devenir multiplication, donc on aura 2y égale px sur py multiplié par x. Et donc, ouais, je peux effacer ça normalement. Vous avez largement recopié cette partie-là. Et donc y, alors on va simplifier, ne vous inquiétez pas, donc sera égal à px sur py fois x, le tout sur 2. Alors vous êtes d'accord que ma fraction principale, c'est celle-ci, hein, c'est la grande, qui divise par 2. Ouais. Mais diviser par 2, ça revient à multiplier par 1 demi. Puisqu'en fait, le 2 là, c'est 2 sur 1. Donc je peux réécrire 1 demi, je mets juste le x en premier, et ensuite je mets px sur py. Voilà. Vous pouvez encore l'écrire 0,5 x px sur py. Ça va? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va remplacer y dans la contrainte budgétaire, dans l'équation de la contrainte budgétaire. Pourquoi? Parce que pour le moment, ma contrainte budgétaire est exprimée en fonction des deux variables. J'ai du x et du y. Mais moi, ce que j'aimerais, lorsque, notamment dans le cadre de cette vidéo, rechercher les fonctions individuelles, je ne souhaite que la fonction individuelle de x.
Et je souhaite la fonction individuelle de y. Mais je ne veux pas qu'il y ait du x et du y. Sinon, on a une fonction de demande individuelle qui dépend en fait d'une autre demande. Vous comprenez? Si dans votre fonction de demande individuelle de x, vous avez du y, ça veut dire que la fonction de demande de x dépend de la fonction de demande de y. Et là, c'est le bazar complet. Donc moi, je vous ai dit au tout début, qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction de demande? La demande dépend de quoi? Du prix du bien. Donc moi, pour x, je veux du px. Je veux le prix de l'autre bien, je veux du py. Et je veux le revenu. En aucun cas, x ne doit dépendre de la quantité de y. On n'a jamais dit ça au début de la vidéo. Donc c'est pour ça que si je remplace y par ça, je n'aurai que du x, du px, et du py, et du revenu. Donc j'aurai les trois variables souhaitées au début de ma vidéo. Px, py et r. Allez, on y va. Donc R égale Px fois X plus Py multiplié donc par ça. Bon, je mets des parenthèses, mais en réalité, elles ne servent à rien. Puisque je n'ai pas de développement à faire ici. Ce sont que des multiplications. Bon, là, il faut avoir le coup d'œil. Pourquoi? Bah, vous êtes d'accord? Bon, je vais quand même le réécrire. Donc, regardez. Tous les numérateurs se multiplient là. Py, 0,5x, px. Donc, tout ça, Py, 0,5x, px, tout ça, ça va être sur Py. Ouais. Et du coup, vous voyez bien que les Py disparaissent. Oh! Il n'y a plus de Py. Quelle implication on peut déjà donner ici? Le fait de savoir que, en recherchant ma fonction individuelle de x, je n'ai plus de Py. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, alors là, je vais le noter parce que c'est important. C'est tout simplement que pour des fonctions d'utilité Cobb-Douglas, la demande d'un bien ne dépend jamais du prix des autres biens. Alors là, bien sûr, j'ai pris un cas où on n'a que deux biens, mais on peut généraliser. On peut généraliser. Bon, désolé, la lumière s'est abaissée d'un seul coup. Mais bon, apparemment, vous voyez toujours quand même. Donc, pour des fonctions d'utilité du type Cobb-Douglas, la demande d'un bien ne dépend jamais du prix des autres biens. Ça veut dire que si je reprends le début de ma vidéo, les quantités ne dépendront que du prix et du revenu. J'ai anticipé, vous allez le voir là dans même pas une minute, lorsqu'on aura conclu, vous verrez que x ne dépendra que du prix et du revenu. Et autant le faire maintenant, comme on a simplifié les PY. Alors vous allez voir dans la deuxième vidéo, vous n'avez pas, on n'a pas fini. Dans la deuxième partie, j'appelle ça la deuxième partie, mais c'est une deuxième vidéo. Vous allez voir que on va changer en fait de forme de fonction d'utilité. Et vous allez voir que lorsqu'on change de forme de fonction d'utilité, les choses se compliquent un petit peu. Là, les fonctions Cobb-Douglas sont considérées, bon, déjà comme des fonctions plutôt rares dans la réalité. Bon, c'est pas ça le problème. C'est que ce sont des fonctions qui sont très facilement manipulables, très facilement traitables en économie. Notamment, oui, par rapport à ça. Mais il y aura encore autre chose. Regardez, je vous ai dit quoi? Lorsqu'on égalise le TMS au rapport des prix, les puissances doivent toujours être égales à 1. Et ça, c'est vrai pour toutes les fonctions Cobb-Douglas. Ça aussi, ça simplifie vachement le travail de savoir ça. Bien. Donc mettez sur pause pour recopier parce que du coup j'ai besoin de place, donc j'ai besoin d'effacer ce que je viens d'écrire. Alors on va continuer et puis du coup on va chercher à isoler quoi là dans cette équation? Ah oui,
Bah, on va chercher à isoler x. Alors x, oui, au tout début de la vidéo, je vous ai dit q, c'est une fonction, mais x, c'est q. Hein. On est d'accord que x représente une quantité. Donc ne soyez pas surpris par ces différences insignifiantes de notation. Vous pouvez noter qx, si vous voulez, au lieu de x. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est la même chose. Bon, déjà, on va réécrire sans le py. Donc on aura r égale px fois x plus 0,5x px. Oh, bah c'est bien. J'ai x px plus 0,5x px. Ça fait combien de x px? Bah, ça fait 1,5. Et du coup, là, mathématiquement, c'est facile. On aura x égale à r divisé par 1,5 px. Et voilà. Alors bien sûr, il n'y a plus de py, mais je vous ai dit dans la deuxième vidéo, il y en aura du py. Vous voyez, c'est pas fini, mais vous voyez ici, la demande du bien x dépend du revenu et du prix de x. D'ailleurs, là, on a une fonction. Alors, vous avez l'habitude de traiter des fonctions affines. Donc, on vous donne toujours souvent des fonctions de demande du style à x plus b. Bon, là, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction inverse. C'est une fonction inverse du style 1 sur x, en fait. Hein. On verra la forme de la courbe de demande juste après. Mais avant, ce que j'ai fait pour x, bah, je vais le faire aussi pour y. Comme ça, on va pouvoir voir s'il y a des comparaisons intéressantes à faire. Alors, je rappelle juste qu'on avait dit que y est égal à 0,5x px sur py. Vous vous souvenez? Ça, c'était dans la condition d'optimisation avec le TMS égale le rapport des prix. Donc, on va reprendre ça. Bon, c'est bien maintenant, je connais x. Vous voyez, là, dans la fonction de demande de x, j'ai pas de y. Hein? Attention. Bien, on y va. On va remplacer x par sa fonction. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on a dit qu'on ne pouvait pas avoir une fonction qui dépend d'une fonction. Bah non, justement, le fait de remplacer x par ça, vous n'aurez plus de x. Vous n'aurez que du revenu et du px. Donc, on aura déterminé y en fonction de px, py et r. Ok, c'est bon. Donc, ça fait 0,5 r sur 1,5 px multiplié par px sur py. Oui, ceux qui veulent écrire ici 2 tiers de R sur Px, c'est correct aussi. Bon, est-ce qu'on peut simplifier les choses? On n'a que des produits. Ça veut donc dire qu'on peut regrouper les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Donc on aura 0,5 RPX sur, alors les dénominateurs, c'est 1,5 PX fois PY. Quelle conclusion là on avait faite pour X? On avait dit dans le cas d'une fonction Cobb-Douglas, la fonction de demande, enfin la consommation d'un bien ne dépend pas du prix des autres biens. Donc normalement, Y ne doit pas dépendre de Px. Bah, ça va être le cas, puisque les Px vont se simplifier. Donc on retrouve bien notre propriété de Cobb-Douglas. Donc on a Y égale 0,5 R sur 1,5 PY. Ça se simplifie, vous pouvez calculer 0,5 divisé par 1,5, ça fait 1 tiers. Donc 1 tiers, ou alors vous pouvez écrire carrément
R sur 3PY. Voilà, comme vous voulez. Les deux écritures sont correctes. On a donc bien la fonction de demande de Y en fonction, justement, du revenu et du prix de Y. Et c'est aussi une fonction inverse. Quand je dis fonction inverse, il est évident que je raisonne par rapport au prix, puisque par rapport au revenu, ce n'est pas une fonction inverse. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre la quantité d'un bien et son prix. Je vais quand même le noter. Donc rajouter par rapport à Px. Donc à partir d'une fonction d'utilité individuelle, d'une contrainte budgétaire individuelle, je suis parvenu à déterminer les fonctions de demande individuelle du bien X et du bien Y. Je vais effacer de toute façon et je vais les renoter ici. Ça va? Vous mettez sur pause. Donc x égale R sur 1,5 px et y égale R sur 3py. Donc ici, on vient de déterminer les fonctions de demande, donc Q, en fonction des prix et du revenu. Alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'exprimer les prix en fonction des quantités et du revenu. C'est une autre manière d'aborder les choses. D'ailleurs, dans vos exercices, vous avez davantage ce genre d'écriture que celle-ci. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans un cadre marshallien où c'est le prix qui dépend des quantités. L'ordonnée dépend toujours de l'abscisse. Donc, c'est pour ça que vous voyez les fonctions de demande qui sont généralement écrites de cette manière. Alors, bon, je vais mettre de côté Y, c'est-à-dire Y ne va plus m'intéresser parce que pour les différentes applications que j'aimerais travailler, voir avec vous, une seule des deux fonctions de demande individuelle suffit. Pas besoin de le faire pour les deux, ça sera la même conclusion. Vous comprenez? Puisque les fonctions ont la même forme, donc elles auront les mêmes conclusions. Donc Y, on l'abandonne et on travaille que sur X. Donc X, ou bien, si certains sont perturbés, notez QX, donc est égal donc à R sur 1,5 X. Donc là, je vais essayer d'exprimer le prix en fonction de X. Attention, c'est X, c'est pas QX divisé par X. Voilà. Bon, je vais faire passer le 1,5 px de l'autre côté, donc on aura 1,5 px fois x égale R. Et du coup, on aura px égale R sur 1,5x. Lorsque vous exprimez le prix en fonction des quantités, donc lorsque vous exprimez le prix en fonction des quantités, on appelle ça une fonction de prix de la demande. Alors que la première, Q en fonction de P, on l'appelle tout simplement fonction de demande. Ouais. Alors, maintenant, pour chercher ma fonction de demande individuelle, mais uniquement
prix en fonction des quantités, c'est-à-dire les fonctions que vous travaillez habituellement. Vous travaillez toujours avec des fonctions prix en fonction des quantités ou quantités en fonction des prix. Donc nous, on va essayer de chercher à avoir ce genre de fonction. Mais pour l'avoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fixer une valeur de R. J'ai pas le choix. Alors là, on va prendre un exemple. Voilà, donc on va imaginer que R est égal à 100. Et du coup, je pourrais dire que la fonction de prix de la demande, on va noter comme on la note habituellement, donc P de D est égal à 100 divisé par 1,5x. Ou 200 tiers. Enfin, 200 sur le truc. Ça va? Bon, il fait un peu sombre, mais moi je vois dans le retour que j'arrive à lire. Donc, maintenant, vous le voyez, les fonctions de demande qu'on vous donne, je pense que vous avez compris d'où elles viennent. Elles viennent d'un programme d'optimisation d'une utilité en fixant par la suite un certain niveau de revenu et normalement un certain niveau de prix des autres biens. C'est-à-dire que lorsque on vous dit que si le prix augmente, la quantité demandée diminue, bah, ça ne sort pas d'une simple logique en se disant « Ah bah oui, bah c'est évident, si le prix augmente, bah on va en consommer moins. » Bah oui, il y a une certaine logique. Mais ici, là, dans cette vidéo, on vient de faire la démonstration mathématique de cette logique. C'est que tout part du programme d'optimisation des consommateurs. Encore, là, j'ai qu'une fonction de demande individuelle. Hein. Vous, dans les exercices, on vous donne des fonctions de demande globale. Mais les fonctions de demande globale, ne soyez pas surpris, c'est exactement la même écriture. Pourquoi? Parce que la fonction de demande globale, c'est la somme des fonctions de demande individuelle. Oui. C'est comme si, là, j'en avais des différentes, et j'ai les additionné toutes, et j'obtiens ma fonction de demande globale. Mais si chaque fonction de demande individuelle a un rapport inverse entre le prix et la quantité, bah, la somme des fonctions de demande individuelle, cette somme aura aussi un rapport inverse entre le prix et la quantité. C'est logique. Hein. Si vous additionnez 45 fonctions comme ça, bah à la fin, je ne sais pas, moi, vous allez obtenir 10 000 sur, vous voyez, toujours 1,5x, ou je ne sais pas, une connerie 2x, un truc comme ça. Mais il y aura toujours un rapport inverse entre le prix et la quantité. Donc les fonctions de demande globale, c'est une somme de fonctions d'optimisation d'utilité. Ok. Bon, je me répète peut-être beaucoup, mais c'est pour que ça rentre. Hein, pour que lorsque vous voyez une fonction, vous ne dites plus ça vient d'où ça? Comment on l'a construit? Voilà. Ça va? Alors, on peut peut-être essayer de juste représenter graphiquement ce que ça donnerait ici. Donc, j'ai plus besoin de tout ça de toute façon. Donc, graphiquement, bah, vous mettez les prix en ordonnée, les quantités en abscisse. Et comme on a une fonction inverse, utilisez vos calculatrices, hein, faites un petit tableau de valeurs. Vous prenez plusieurs x, vous aurez plusieurs prix, et en fait, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Voilà la fonction de demande individuelle de x du consommateur A. Ça ne touche pas les axes, hein, ça tend vers l'infini, et ça tend aussi vers l'infini, on a deux asymptotes, hein, en réalité. Non, c'est pas important ici.